Il y a un homme dont tu ne verras jamais le visage dans ses films. Pas de costume, pas de super pouvoir, pas de réplique culte, un homme de l'ombre, un homme qui littéralement a inventé le plus grand mythe moderne du cinéma sans jamais apparaître à l'écran. Il n'a pas enfilé d'armure, il n'a pas levé de marteau et il a encore moins claqué des doigts pour ramener la moitié de l'univers à la vie. Et pourtant, sans lui, il n'y aurait ni Iron Man, ni Avengers, ni ce qu'on appelle aujourd'hui l'univers cinématographique Marvel. Le vrai stratège, celui qui a imaginé chaque connexion, chaque retour, chaque mort et chaque renaissance, c'est Kevin Feige. Et le plus fou, c'est que tout ça, il ne le doit à presque personne. Pas à Disney, pas à Marvel, mais à une obsession pure, raconter des histoires comme on construit un univers. Parce que Feige n'est pas arrivé à Hollywood par magie, il n'a pas été repéré dans une école d'élite, non, lui, il s'est fait recaler 3 fois avant d'entrer dans l'école de cinéma de ses rêves. 3 fois. Et à chaque échec, il a recommencé. Parce qu'il savait déjà ce qu'il voulait, construire des mondes, pas juste des films, des mondes et des univers entiers. Et regarde aujourd'hui, 20 ans plus tard, ce même passionné de comics dirige la plus puissante machine narrative du monde. Il a transformé des héros de papier en icônes planétaires et surtout, il a fait de Marvel une religion moderne. Un univers où tout est connecté, calculé, planifié, jusqu'au moindre clin d'œil post-générique. Mais comment a-t-il fait ça? Comment un simple geek, recalé par Hollywood, est devenu le chef d'orchestre du plus grand empire de la pop culture? Et surtout, comment compte-t-il sauver cet univers qu'il a lui-même créé? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien, vous êtes sur House of Marvel et voici la folle histoire de Kevin Feige. Nous sommes au tout début des années 90. Le monde du divertissement est en pleine mutation. Le cinéma sort des années 80 et de ses héros bodybuildés avec Schwarzenegger, Stallone ou encore Jean-Claude Van Damme. La pop culture est alors dominée par les grosses licences. Star Wars continue de marquer les esprits, Retour vers le futur vient de boucler sa trilogie et Jurassic Park, qui sort en 1993, révolutionne la notion de spectacle total. À la télé, c'est l'âge d'or des séries familiales et des sitcoms. Friends s'installe, Seinfeld fait rire toute l'Amérique, et X-Files commence à fasciner toute une génération qui veut croire que la vérité est ailleurs. Et pendant ce temps-là, un tout autre univers se prépare à renaître, celui des super-héros. Batman cartonne au cinéma avec Tim Burton, Superman a marqué des décennies précédentes, mais Marvel n'a encore aucun vrai champion à l'écran. De son côté, Kevin Feige naît 16 ans plus tôt à Boston et grandit dans une famille où le divertissement fait partie du décor. Son grand-père maternel, Robert Short, est un producteur de radio et de télévision dans les années 1950. Il travaille sur des soap-opéras cultes comme Guiding Light et As the World Turns, 2 séries qui dureront pendant des décennies. C'est probablement de là que vient sa fascination pour les univers continus, les personnages récurrents, les arcs narratifs longs et le concept même de série avant l'heure. Et c'est aussi là que naît le germe d'une obsession qui va le suivre, raconter non pas une histoire, mais un univers. Jeune, Feige dévore les films de George Lucas, Spielberg, Zemeckis, Donner et Howard, Star Wars, Indiana Jones, Retour vers le futur, etc. Mais surtout, il s'intéresse à la structure de ces histoires. Comment chaque film s'imbrique dans un tout, comment les personnages reviennent, évoluent et se répondent. En plus du cinéma, il dévore aussi les comics et plus particulièrement tout ce qui touche de près ou de loin les X-Men. À ce moment de sa vie, Kevin Feige est une encyclopédie vivante des lores de Star Wars et des X-Men. À 16 ans, il découvre Batman de Tim Burton et Superman de Richard Donner et ça le marque à vie. Il comprend alors qu'un film de super-héros peut être bien plus qu'un simple divertissement, mais une véritable mythologie moderne. Kevin ne se contente pas de les regarder. Dans son jardin, il met en scène ses figurines Star Wars et surtout, il invente des suites aux films qu'il trouve ratés. Il le raconte lui-même lors d'une interview. Après Robocop 2, je me suis dit, je dois inventer Robocop 3 pour réparer ce qui ne va pas. Après Superman 4, j'ai imaginé le 5. Après Star Trek 5, j'ai écrit dans ma tête un 6 encore meilleur. Kevin Feige est un jeune adolescent qui veut réparer le cinéma et qui, d'une certaine façon, le fera. Il comprend alors avant tout le monde que la magie du cinéma, ce n'est pas le héros qui la véhicule, mais c'est l'univers dans lequel il vit. Un univers qui s'étend, qui respire, qui revient et qui connecte tout. Quelques années plus tard, après le lycée, Kevin Feige décide de prendre le taureau par les cornes et lance son rêve. Il veut étudier le cinéma à la mythique USC, la même école que George Lucas. Mais son rêve n'est pas simple à atteindre. Il dépose sa candidature 1 fois, 2 fois, 3 fois, et il n'est pas accepté. Hollywood, à ce moment-là, ne croit pas
aux rêveurs. Mais Feige, lui, refuse d'abandonner. À la 4e tentative, il est enfin accepté à USC. Et là, il ne perd pas une seule seconde. Il apprend la structure des récits, la mécanique du spectacle, la précision du montage, mais surtout, il apprend la patience. Parce que oui, Feige sait déjà que pour construire un univers, il faudra du temps, du contrôle et surtout une vision. Et cette vision, il la porte en lui depuis toujours. En 1994, Kevin Feige décroche un stage chez Lauren Schuller Donner, la productrice du film St. Elmo's Fire. Hasard incroyable, un film qui l'avait marqué 10 ans plus tôt alors qu'il avait fait plusieurs heures de route pour le voir dans un cinéma disposant d'un système de son digne de ce nom. Ça y est, Kevin Feige est à Hollywood, il arpente les studios, il côtoie les grands de ce monde. Non, pas du tout. Pour le moment, son travail n'a rien de glorieux, il commande des cafés, des déjeuners, il promène les chiens, il lave même les voitures. Ce n'est pas du tout glamour, mais lui, il s'en fout, il est enfin à Hollywood. En 1994, Feige est diplômé de USC et continue son stage auprès de Lauren Donner jusqu'en 1996 où il devient son assistant personnel. En fait, à ce moment-là, Kevin Feige a 23 ans, il sait qu'il est encore jeune, mais il attend sa chance. Ce qu'il sait, c'est que Lauren Donner est la femme de Richard Donner, le réalisateur du Superman de 1978. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'une production va changer sa vie quelques années plus tard. En attendant, et en faisant ses preuves, il devient assistant de production et travaille sur 2 films qui n'ont rien à voir avec son envie de super-héros, mais qui sont de très gros projets hollywoodiens. Tout d'abord, Volcano, qui sort en 1997, avec Tommy Lee Jones et Don Cheadle, entre autres, mais aussi You've Got Mail, qui sort l'année suivante en 1998 avec Tom Hanks et Meg Ryan. Si on lui avait demandé, avant d'arpenter les couloirs et les bureaux de production et des studios, Kevin Feige aurait voulu travailler derrière la caméra avec Richard Donner, le réalisateur. Mais il préfère Lauren, la productrice. Pourquoi ? Parce qu'elle travaille tout le temps, elle enchaîne les projets. Et il comprend, à son contact, que le producteur est autant faiseur de films que le réalisateur. Il le racontera plus tard dans une interview. Lauren travaillait sans arrêt pendant que Richard Donner, lui, avait des périodes mortes où il s'ennuyait. Et il avait raison. Alors qu'il attend toujours sa chance, l'année suivante, elle arrive. En effet, il se murmure à Hollywood qu'un film de super-héros est en préparation à la Fox, avec comme réalisateur un certain Bryan Singer. Kevin Feige apprend alors que Lauren Donner devient productrice du film X-Men. Bien sûr, Kevin Feige connaît les comics et le lore des X-Men mieux que personne, il parle des mutants comme s'il les avait créés lui-même. Un matin, Kevin Feige se pointe à la première réunion de pré-production dans les bureaux de Lauren Donner sur Wilshire Boulevard, en plein cœur de Beverly Hills. La productrice pose alors des questions sur l'histoire des X-Men, et là, évidemment, elle repère immédiatement que celui qui lui a porté son café quelques années plus tôt est une bible vivante des mutants. Dans la foulée, elle le promeut producteur associé sur X-Men. Avec son budget de 75 millions de dollars, le film explose, l'engouement est total et il rapporte plus de 157 millions de dollars au box-office. C'est un tournant pour Kevin Feige pour 2 raisons. La première, ce film va un peu relancer l'intérêt d'Hollywood pour les super-héros, et on en reparlera plus tard. Kevin Feige est alors nommé Bible maison de la production, mais aussi point de contact numéro 1 avec Marvel. Dès lors, à chaque réunion de travail, chaque réunion d'écriture, de production, Feige comprend une chose, ces personnages ne doivent pas exister séparément, ils doivent vivre tous ensemble dans un même univers. Sur le plateau du film X-Men, Bryan Singer déteste les comics. D'ailleurs, il ne connaît absolument pas ces histoires et n'est pas du tout familier avec le matériel original, ce qui semble incroyable de nos jours. Il interdit même qu'on en parle et interdit la présence des comics Marvel sur son plateau et en coulisses. Kevin Feige, lui, est très agacé par l'attitude de Bryan Singer et son mépris pour les comics, car il sait que pour incarner ces personnages, les acteurs doivent comprendre leur essence. Alors, il contourne cette interdiction de Bryan Singer et distribue en secret des comics X-Men aux acteurs comme Hugh Jackman, Ian McKellen, Patrick Stewart, entre autres, bien sûr. Cette anecdote est devenue culte dans les coulisses de Marvel Studios. Et c'est bien plus qu'une anecdote, car cette audace va attirer l'attention d'un homme qui va encore plus faire basculer la carrière de Kevin Feige, Avi Arad. Avi Arad, c'est un peu le papa de Marvel Studios moderne avant Kevin Feige. Il fait d'abord fortune dans les jouets Marvel chez Toy Biz, avant de reprendre en main tout Marvel Entertainment dans les années 90, quand l'entreprise était en faillite. C'est lui qui a relancé les adaptations cinéma de Spider-Man, X-Men, Blade, devenant le tout premier président de Marvel Studios. Pendant 3 ans, Kevin Feige lui envoie les rapports de tournage du film X-Men, commente tous les choix créatifs et propose des ajustements. Et Arad est fasciné et remarque tout de suite sa compréhension instinctive du matériel source. Visionnaire, mais plus businessman que raconteur d'histoire, Avi Arad comprend vite qu'il lui manque la compréhension de ces histoires, ce que fait à merveille Feige. Après la sortie du film X-Men en 2000,
Avi Arad invite Kevin Feige à déjeuner et lui fait une offre, rejoindre Marvel Studios comme son bras droit. Et à partir de là, tout s'accélère. Chez Marvel, Feige travaille sous la direction d'Avi Arad, mais surtout, il apprend à penser en termes d'univers. À l'époque, Marvel ne produit pas ses propres films, ils vendent leurs droits à d'autres studios. Spider-Man à Sony par exemple, X-Men et les 4 Fantastiques à la Fox. Feige comprend alors ce paradoxe. Marvel possède la plus grande bibliothèque de super-héros de la planète, mais n'a aucun contrôle sur eux. Dans les couloirs des bureaux Marvel, Feige est comme un enfant dans un magasin de bonbons. Il passe ses journées à éplucher les archives Marvel et à relire tous les arcs narratifs majeurs. Il le dit lui-même dans une interview, « Je connaissais les personnages, j'avais tous les jouets, les sous-vêtements, j'avais vu toutes les séries animées, mais je ne pouvais pas dire quel numéro racontait quoi, alors j'ai révisé. » Après quelques mois, comme bras droit d'Avi Arad, un nouveau projet arrive sur leur bureau, le Spider-Man de Sam Raimi, et à l'époque, c'est un pari monumental. Personne ne voulait faire ce film. Personne ne voulait de Spider-Man. Les gens disaient que c'était vieux, que tout avait été fait. Mais on leur disait non, vous ne l'avez pas fait comme ça. Pour rappel, on sort tout juste des années 90, une époque où les films de super-héros sont perçus comme ringards ou trop risqués. Batman et Robin a enterré le genre en 97, X-Men a un peu ravivé la flamme, mais encore timidement, et voilà qu'arrive Spider-Man. Ce pari risqué va une fois de plus se transformer en succès pour Kevin Feige, car grâce à un héros super populaire, des effets spéciaux jamais vus et un réalisateur culte, Marvel va se hisser pour la première fois au sommet du box-office mondial. C'est un événement. Le film atteint les 821 millions de dollars de recettes, bouleverse les codes du blockbuster et prouve que les super-héros peuvent toucher le grand public. Mais pour Kevin Feige, c'est plus qu'un succès. Une fois le film sorti, il comprend qu'il a pris une vraie leçon de cinéma. Sur le tournage, il observe tout, le rythme, le ton, la construction émotionnelle, il apprend auprès de Sam Raimi ce qu'il faut pour rendre un héros humain. Et quand Spider-Man 2 sort en 2004, considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs films de super-héros de tous les temps, Kevin Feige va voir Sam Raimi pour le féliciter et il lui demande « Alors, comment tu te sens maintenant que c'est fini ?» Et Sam Raimi lui répond « Comme un ballon dégonflé ». Et Feige gardera jusqu'à aujourd'hui cette phrase en tête pour chaque projet. Il dit « Si je ne me sens pas vidé après chaque film, c'est que je n'ai pas tout donné ». Cette phrase deviendra son mantra. Un rappel brutal que faire un film Marvel Studios, ce n'est pas un travail de producteur, c'est un marathon créatif. C'est toute la différence entre fabriquer un film et donner naissance à un univers. C'est là, sur les plateaux de Spider-Man, que Feige forge son identité, celle d'un producteur artisan, d'un bâtisseur invisible, prêt à se consumer pour que chaque film devienne la pièce d'un puzzle plus grand et bien plus important que lui-même. Et on comprend maintenant comment la connexion marche aussi bien avec les frères Russo. Lors d'interviews, ils ont eux aussi souvent exprimé les mêmes souhaits, attentes et rigueur. À cette époque, Marvel Studios n'est pas propriétaire de la majorité de ses super-héros. En fait, le modèle qui a été mis en place par ses prédécesseurs est le suivant. Le studio vend ses héros à d'autres maisons. Ils vendent des films clés en main, avec un personnage, une histoire, un réalisateur, mais bien sûr, le retour sur investissement est dérisoire. À titre d'exemple, sur les 2 premiers films Spider-Man de Sam Raimi, qui ont rapporté 1,6 milliard de dollars, Marvel Studios n'a encaissé qu'un très maigre chèque de 75 millions. Le reste, bien évidemment, a fait les beaux jours de Sony. Alors Kevin Feige voit au-delà, et surtout au-delà de l'aspect financier. Il est frustré par les productions et la non-maîtrise totale des projets X-Men et Spider-Man, alors en 2005, à 32 ans, une idée folle lui trotte dans la tête, et si Marvel produisait ses propres films? Feige et Arad travaillent alors à un nouveau modèle dans lequel Marvel Studios produira ses propres films de A à Z. Feige pose alors une question centrale, et si ces films existaient tous dans le même univers? Inspiré par les maîtres de la maison des idées Stan Lee et Jack Kirby, il imagine un modèle narratif inédit, des films solo, puis des croisements, et une grande réunion. Une saga étendue où tout est connecté, à ce moment-là personne ne l'a encore jamais fait. Hello, I'm Angelique Kiss and welcome to Comic-Con International 2006, here in San Diego, California. Le samedi 23 juillet 2006, à San Diego en Californie, le soleil tape fort sur la baie, mais à l'intérieur du Convention Center, la température est montée encore plus depuis longtemps. Des milliers de fans se pressent, badge au cou, appareil photo en main, ça crie, ça vibre, ça vit au rythme du Comic-Con, cette messe annuelle où la pop culture devient une religion. Cette année-là, l'air sent la bascule. Dans les allées, on parle de Lost, de Batman Begins, des rumeurs d'un Spider-Man 3. Mais dans la room 6 CDEF, un nom fait trembler les murs, Marvel Studios. Pour la première fois de son histoire, la maison des idées vient en personne présenter ses propres films. Pas ceux produits par d'autres, pas les licences revendues à la Fox ou à Sony, non, les siens. Leur avenir, leur vision. Et en coulisses, juste avant de monter sur scène, Avi Arad et Kevin Feige ont un grand sourire. Pourquoi ? Car ils vont présenter leur projet aux fans du monde entier, bien évidemment, mais aussi car ils viennent de convaincre une banque de leur accorder un prêt colossal de 525 millions de dollars.
assez pour financer leur propre film, reprendre le contrôle de leurs héros et lancer une idée qui à l'époque semble folle, et si tous les personnages Marvel vivaient dans le même univers. Ce jour-là, personne ne le sait encore, mais le monde du cinéma est en train de changer. C'est là, à San Diego, sous cette chaleur de juillet 2006, que l'univers cinématographique Marvel vient de naître. Listen to the characters that I named that we are working on currently, and you put them all together. There's no coincidence that may someday equal the Avengers. I think just having that possibility on the horizon is something that excites all of us. Un an plus tard, en 2007, Kevin Feige devient le président de Marvel Studios, alors que son ami Avi Arad quitte la société après de nombreuses années de bons et loyaux services. Feige ose alors le pari le plus risqué de sa carrière, produire un film seul, sans studio partenaire. Mais il n'a pas les droits sur ses héros phares. Pas de Spider-Man, pas de X-Men, pas de 4 Fantastiques, ses préférés, alors il reste un seul nom, Iron Man, et le pari semble fou. Un héros secondaire à l'époque, joué par un acteur au passé ultra compliqué, Robert Downey Jr., et avec un budget limité, Feige n'a aucune garantie à part de savoir que le succès viendra s'il fait un film pour les fans. Et Feige tient sa vision. Iron Man sort en 2008, réalisé par Jon Favreau, et c'est un succès mondial. Et surtout, il livre sa promesse de 2006 aux fans dans la scène post-générique. Nick Fury, director of S.H.I.E.L.D. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. De 2008 à 2019, Feige orchestre la plus grande saga cinématographique jamais racontée. 23 films, 20 milliards de dollars de recettes, des dizaines de héros reliés par une seule trame, les Avengers, Black Panther, Doctor Strange, les Gardiens de la Galaxie, chaque film devient la pièce d'un puzzle. Et quand Infinity War puis Endgame sortent, tout explose, les records et les salles. On your left. Feige a réussi l'impossible, rendre le cinéma continu, créer une attente digne des comics à l'échelle planétaire. Mais alors, quel est son secret? Comment a-t-il pu bâtir l'univers le plus cohérent de toute l'histoire du cinéma moderne? D'abord, il y a la planification, puis l'obsession du détail. Kevin Feige ne fait jamais un film, il construit une saga. Là où d'autres producteurs improvisent, lui pense en décennies, il sait où il va, 10 ans à l'avance. Chaque film est la pièce d'un échiquier qu'il avance avec prudence, chaque scène post-crédit est une promesse chuchotée au spectateur, et chaque phase du MCU n'est pas un simple regroupement de films, c'est un chapitre d'un plan gigantesque dont lui seul connaît la fin. Mais la vraie force de Feige, c'est sa façon de travailler en équipe. Jon Favreau, les frères Russo, James Gunn, Taika Waititi, Ryan Coogler, il les choisit comme on assemble les Avengers. Chacun avec son pouvoir, son style, son ton. Favreau, pour la chaleur humaine et l'humour, les Russo pour la tension et la stratégie, James Gunn pour la folie et la sincérité. Bref, vous avez compris, Feige ne cherche pas à les dominer, mais à les harmoniser. Chaque réalisateur devient un gardien d'un fragment du grand récit Marvel, et lui, Feige, en est le chef d'orchestre. Ce n'est pas une dictature créative, c'est une symphonie. Et dans cette symphonie, les égos disparaissent parce que Kevin Feige a imposé une règle simple, le héros ce n'est pas le réalisateur, ce n'est pas l'acteur, le héros c'est l'univers. Et c'est peut-être là, dans cette humilité collective, que réside le vrai super pouvoir de Kevin Feige. Today, I'm happy to announce that Disney has agreed to acquire Marvel Entertainment. En 2009, Disney rachète Marvel. Feige obtient enfin les moyens de ses ambitions. Et en 2019, il devient Chief Creative Officer. Il supervise maintenant les films, les séries, les comics et l'animation. Le MCU s'étend, Feige veut un univers total. Cinéma, séries Disney+, parcs à thème, jeux vidéo. Des extensions de films avec WandaVision, Loki, mais aussi des passerelles vers le futur. Son objectif, faire de Marvel un langage narratif universel. Sous sa direction, Marvel s'ouvre. Black Panther, Shang-Chi, Miss Marvel, le MCU devient le miroir du monde et Feige le dit clairement, Marvel, c'est le monde qu'on voit à l'extérieur de sa fenêtre. Mais rien n'est simple. Après Endgame, la machine s'essouffle. Trop de séries, trop vite, les critiques tombent, on parle de fatigue super-héroïque. En réalité, Feige doit depuis 2020 faire face à un nouveau CEO de Disney en la personne de Bob Chapek. Sous Bob Iger, l'ancien président, Feige avait carte blanche. Sous Chapek, le contrôle créatif s'est resserré. Le CEO voulait uniformiser les franchises, tout aligné sur la stratégie synergique de Disney+. Chapek a même créé une nouvelle division, Disney Media and Entertainment Distribution, qui retirait une partie du contrôle marketing et financier au président de studio, dont Kevin Feige. En clair, il devait désormais rendre des comptes sur la manière dont ses films et séries alimentaient Disney+, au lieu de décider lui-même du calendrier narratif. Chapek a succédé à Bob Iger, qui lui faisait confiance aux créatifs, Feige, Pixar, Lucasfilm, etc. Sous Chapek, la priorité est devenue le rendement immédiat et la croissance de Disney+, plutôt que la cohérence narrative du MCU. Cela a ralenti certaines productions et créé un vrai climat de confusion.
explosion du nombre de séries Marvel et de contenu, saturation du public, perte de lisibilité dans la timeline, Feige s'est retrouvé à devoir nourrir la bête, le catalogue Disney+, au lieu de construire lentement sa grande histoire. Le MCU est donc devenu un flux de contenu plutôt qu'un univers. Et ça, Feige l'a reconnu à demi-mot en 2023, il a dit on a produit trop vite et trop de choses à la fois. Après avoir expliqué tout cela, on comprend que cette situation créative allait totalement à l'encontre de la vision de Kevin Feige. Des conséquences qui se font encore ressentir aujourd'hui, alors que nous regardons péniblement se terminer la saga du multivers. Bien heureusement pour le MCU, Bob Iger revient comme CEO de The Walt Disney Company en novembre 2022. Kevin Feige, c'est le vrai celui qui demeure du MCU. À 53 ans, il a produit les films les plus rentables de l'histoire du cinéma. 10 d'entre eux ont dépassé le milliard, il a reçu son étoile sur le Walk of Fame, et aujourd'hui son nom symbolise le contrôle créatif total. L'équilibre entre l'art et l'industrie, celui qui planifie tout, celui qui relie tout, il a transformé une simple passion geek en empire culturel, et c'est la raison pour laquelle Kevin Feige ne doit jamais quitter le navire, car sans lui, le MCU est mort.